Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers alliés se faisaient décimer par les chasseurs intercepteurs de la Luftwaffe et leurs canons anti-aériens Flak meurtriers. Bien qu'une solution pour les chasseurs ennemis finirait par arriver, il n'y avait aucune protection efficace contre la Flak jusqu'à ce que les bombardiers retournent le combat contre eux. Au lieu de voler à travers des nuages d'obus explosifs, ils ont commencé à cibler les positions Flak à leur tour, essayant de tuer leur plus grand ennemi. Et maintenant, vous allez voir à quoi cela ressemblait. Revenons maintenant à l'origine de tout, pour que vous puissiez vraiment comprendre le carnage de la guerre aérienne qui allait venir. Dans les années précédant la guerre, les stratèges débattaient de la manière dont les nouveaux avions militaires devaient être utilisés. Un camp poussait pour des chasseurs bombardiers élégants et petits, tandis que l'autre favorisait de gros bombardiers lourds à longue portée. Le bombardement stratégique était considéré par certains comme la nouvelle façon de faire la guerre, capable d'apporter la victoire uniquement par les airs. L'idée était qu'un pays pouvait littéralement être bombardé jusqu'à la soumission. Une fois ses usines et ses infrastructures détruites, sa capacité à faire la guerre s'effondrerait également. Mais il y avait une idée encore plus sombre que certains stratèges défendaient, le bombardement de terreur des villes. Essentiellement survoler des villes remplies de milliers de personnes et larguer des bombes partout où c'était possible pour provoquer des incendies et autant de destruction que possible. C'est considéré comme un crime de guerre si vous demandez à n'importe quel être humain normal. Mais c'est exactement ce qui allait se produire assez souvent sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale et les Alliés allaient en devenir les maîtres, comme vous allez l'entendre. Avançons rapidement à 1942 quand la bataille d'Angleterre s'était terminée et que l'Amérique et la Grande-Bretagne ont commencé leurs opérations de bombardement conjointes depuis l'Angleterre, survolant la Manche et bombardant tout ce qui en Europe pouvait aider l'Allemagne à continuer à faire la guerre. Les États-Unis ont adopté la doctrine de bombardement de précision de jour, entre guillemets. Précision est un mot amusant ici parce qu'environ 80% de leurs bombes touchaient tout sauf leur cible. Et pour cet exploit, un bombardier sur 4 était abattu avec en moyenne la moitié de son équipage de 10 hommes tués. Mais ils faisaient un de leur mieux. L'idée était qu'avec le viseur Norden et la visibilité diurne, ils pourraient toucher les cibles avec précision et avoir un impact plus important avec l'avantage secondaire de ne pas tuer autant de civils que les Britanniques le faisaient dans leurs opérations de terreur nocturne. Cependant, les Britanniques avaient déjà expérimenté des missions de jour plus tôt dans la guerre et avaient rapidement réalisé que les bombardiers en plein jour étaient une très mauvaise idée. Ils l'ont appris à travers plusieurs raids coûteux. Leurs bombardiers étaient abattus en nombre stupéfiant par les défenses anti-aériennes ennemies et pire encore par les chasseurs intercepteurs. Les Britanniques ont averti les Américains que les missions de jour n'étaient pas une aussi bonne idée qu'ils le pensaient. Mais les Américains avaient le B-17 Flying Fortress, et avec autant de mitrailleuses aux côtés de formations de dizaines de bombardiers se protégeant mutuellement, ils étaient sûrs qu'aucun chasseur ennemi ne pouvait menacer une telle force. Eh bien, attention spoiler, ils avaient complètement tort. Au cœur de cette campagne se trouvait le légendaire B-17 Flying Fortress de Boeing. Quand la guerre a éclaté, les premiers modèles comme les B-17C et D ont été précipités en service avec des lacunes flagrantes comme l'absence de réservoirs de carburant auto-obturant et de blindage, et seulement 5 mitrailleuses pour la protection sans tourelle de queue. La première chose que les Américains ont mal comprise était de croire que la vitesse du bombardier et l'altitude au-dessus de 9000 mètres le garderaient en sécurité. Mais les charges utiles lourdes en pratique les maintenaient à environ 7500 mètres, tandis que les chasseurs allemands modernes n'avaient aucun mal à les abattre. Fin 1942, les modèles B-17E et F sont arrivés avec un mitrailleur de queue, plus de blindage et jusqu'à 10 mitrailleuses de calibre 50. Ils pouvaient également transporter environ 1800 à 2200 kg de bombes pour des missions plus longues. Mais le modèle définitif était le B-17G, qui est apparu plus tard en 1943. Construit sur des leçons payées dans le sang des missions antérieures, il a introduit la tourelle de Menton pour la défense contre les attaques frontales après que les chasseurs de la Luftwaffe ont appris que le nez était un point faible et mitraillait les cockpits. Le B-17G avait maintenant 13 mitrailleuses de calibre 50 dans 9 positions couvrant toutes les directions. 2 dans la tourelle de Menton, 2 dans la tourelle dorsale, une autre paire dans la tourelle à biselet ventrale, 2 dans la queue, une de chaque côté à la taille, et même une tirant vers le haut depuis la trappe radio. Combiné avec des formations de dizaines de bombardiers, cela signifiait que plusieurs centaines de mitrailleuses lourdes étaient pointées sur les chasseurs ennemis, essayant de les intercepter.
Les bombardiers ont en fait abattu un grand nombre de chasseurs ennemis tout au long de la guerre. Cependant, ce n'était toujours pas suffisant pour les rendre sûrs. Sans parler du fait que les mitrailleuses ne faisaient absolument rien pour les protéger de la flak. Leurs pertes étaient si sévères qu'à plusieurs moments, il a même été débattu si la campagne devait être poursuivie ou annulée. Alors maintenant, la campagne de bombardement a commencé d'abord avec des raids modestes. 12 B-17 ont attaqué des gares de triage dans la France occupée par l'Allemagne, ont rencontré peu d'opposition, ont touché leurs cibles et sont tous revenus sains et saufs en Angleterre. Quelques autres missions de ce genre ont prouvé que la tactique fonctionnait exactement comme ils le pensaient. Mais très bientôt, la réalité allait avoir son mot à dire. Les Allemands, bien sûr, ont pris note de la nouvelle menace et ont fait quelque chose pour la contrer. Après plusieurs missions réussies de ce type, ils ont commencé à positionner des batteries anti-aériennes autour des usines et infrastructures importantes. Plus important encore, ils ont également commencé à déployer des chasseurs de la Luftwaffe depuis le front de l'Est, certains des plus grands as de l'époque et des pilotes très expérimentés. Ils étaient maintenant prêts à ruiner toutes les attentes des stratèges alliés. Alors que 1943 arrivait, des incidents comme les raids de Regensburg et Schweinfurt, colorés du nom de Jeudi Noir, ont montré à quel point les missions pouvaient mal tourner. Quand des dizaines de bombardiers ont été abattus par la flak et les chasseurs, des centaines d'aviateurs tués et des centaines d'autres capturés après avoir sauté en parachute en territoire ennemi, seulement pour infliger des dégâts limités aux usines au plus profond du territoire allemand. Les statistiques ont très vite montré que les équipages aériens n'avaient virtuellement aucune chance de survivre à une tournée de 25 missions, et toute l'idée du bombardement stratégique a été remise en question. Le premier et plus gros problème était bien sûr les chasseurs allemands, et le seul moyen fiable de protéger les bombardiers contre eux était de les escorter avec des chasseurs alliés. Ils voleraient à côté des formations de bombardiers et quand l'ennemi apparaissait, se lancèrent dans des combats aériens, tandis que les bombardiers tiraient sur quiconque franchissait le périmètre de sécurité. Une fois que les chasseurs alliés ont commencé à escorter les bombardiers, les chasseurs allemands ont perdu l'avantage dans les combats aériens, car ils transportaient maintenant des armes plus lourdes comme des canons automatiques supplémentaires de 20 ou 30 mm, ou même des roquettes aériennes expérimentales. Cela les rendait mortels pour les bombardiers, mais les privait de l'agilité essentielle pour les combats aériens. Cependant, les Alliés ont de nouveau heurté un mur, car les chasseurs opéraient très différemment des bombardiers. Ils avaient des vitesses de croisière différentes, et surtout une portée beaucoup plus courte. Ils ne pouvaient escorter les bombardiers qu'une partie du chemin avant d'atteindre leur limite de carburant et de devoir retourner en Angleterre une fois de plus, laissant les bombardiers seuls dans la partie la plus vulnérable de la mission. Cela est devenu un énorme problème, car les Allemands ont relocalisé leurs usines plus profondément à l'intérieur de l'Allemagne et les ont entourés d'anneaux de centaines de canons flak pour les protéger des raids de bombardement. Puis fin 1943 et début 1944, le jeu du chat et de la souris s'est poursuivi avec l'introduction de nouveaux chasseurs alliés. Un système révolutionnaire de réservoirs de carburant externes, les soi-disant réservoirs largables, et un changement de tactique. Les réservoirs largables étaient des réservoirs de carburant montés à l'extérieur pour les avions de chasse. Essentiellement, ils étaient transportés comme des bombes et les pilotes utilisaient d'abord le carburant de ceux-ci. Ensuite, en cas de rencontre avec un chasseur ennemi, ils pouvaient les larguer, c'est-à-dire les lâcher pour réduire le poids et la traînée et restaurer l'agilité nécessaire pour les combats aériens. Les Britanniques les ont même fabriqués en papier et en colle à cause des pénuries de métal, et ils fonctionnaient en fait assez bien pour un usage unique. Ils ont d'abord été testés avec des P-47 Thunderbolt et des P-38 Lightning bimoteurs. Mais quand le nouveau P-51 Mustang est arrivé et que les réservoirs largables ont été testés avec lui, ce fut une combinaison instantanée. Le système fonctionnait si bien avec le Mustang qu'il avait maintenant la portée pour atteindre Berlin, engager des combats aériens et retourner en Angleterre avec assez de carburant restant pour attaquer n'importe quelle cible d'opportunité en chemin. Les tactiques ont également changé. Au lieu de voler près des bombardiers, les chasseurs allaient devant eux, balayer les cieux à la recherche d'intercepteurs entrants et les attaquer, avant même qu'ils ne puissent prendre de l'altitude et atteindre les bombardiers. Sur leur chemin de retour des missions, ils mitraillaient tout ce qui était au sol et qui pourrait aider l'effort de guerre allemand. Cette tactique allait bientôt conduire à l'épuisement des meilleurs chasseurs de la Luftwaffe et de leurs pilotes.
incapable de supporter ou de remplacer les pertes comme les Alliés pouvaient le faire. Mais la flak restait un problème, et elle ne devenait que plus mortelle avec les nouveaux radars et systèmes de contrôle de tir. Elle est devenue le plus grand danger pour les bombardiers, et ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part voler à travers des nuages d'obus éclatants et prier pour qu'aucun n'explose trop près, les déchiquetant avec des éclats tranchants. Un coup direct, bien sûr, signifiait la destruction complète du bombardier et de tous ceux à bord. Bien qu'il y ait eu des cas insensés où des équipages ont survécu à des coups directs de flak et ont même atterri en toute sécurité avec littéralement la moitié du bombardier manquante. Au début, ils ne pouvaient faire que deux choses pour se protéger contre la flak. Premièrement, essayer d'éviter les concentrations de flak les plus fortes connues, et deuxièmement, rendre le travail de toucher les formations de bombardiers encore plus difficile qu'il ne l'était déjà. Pour ce faire, les bombardiers devaient trouver la meilleure approche de leur cible et changer légèrement de cap et d'altitude pour rendre la visée plus difficile. Pendant le bombardement lui-même, ils ne pouvaient pas faire grand-chose à part voler en formation nivelée, car les bombardiers avaient besoin d'un vol stable lors de la visée et du largage des bombes s'ils voulaient toucher quoi que ce soit. Cependant, ils étaient bientôt sur le point de porter le combat directement aux équipages flak de manière incroyablement créative. Vous voyez, en 1944, les Allemands avaient plus d'1 million de personnel servant environ 9000 canons flak lourds et 30 000 canons flak légers avec quelques 15 000 projecteurs. Ils ont même construit d'énormes tours flak, qui étaient essentiellement des forteresses en béton construites pour résister aux bombardements directs et abritant des dizaines de canons. Il y en avait plusieurs autour des villes les plus importantes, mais la plupart du temps, elles étaient évitées par les bombardiers car elles étaient trop peu nombreuses pour faire une différence. Cependant, les ceintures de canons guidées par radar ne pouvaient être évitées. Nous parlons ici, bien sûr, du tristement célèbre canon allemand de 88 mm anti-tout. Initialement construit uniquement comme une arme anti-aérienne, mais bientôt transformé en rôle anti-char et de soutien d'infanterie également, même modifiés et montés sur des véhicules et des chars. Pour le rôle anti-aérien, ils étaient assez mortels contre les formations épaisses de bombardiers. Ils pouvaient tirer 20 obus par minute, et l'obus de 9 kg était équipé d'une fusée temporisée, réglée pour exploser à une certaine hauteur. Les petits nuages noirs d'apparence inoffensive que vous pouvez voir autour des bombardiers sont des obus qui explosent et envoient des centaines de fragments de métal à grande vitesse, environ 30 mètres autour de l'explosion. Des fragments qui traverseraient la peau en aluminium du bombardier et déchireraient les conduites de carburant, les instruments et bien sûr l'équipage à l'intérieur. Plus le coup est proche du bombardier, plus il était mortel. Et le vol en formation qui les protégeait des chasseurs jouait contre eux ici puisqu'un seul obus de flak bien placé pouvait endommager plusieurs bombardiers. Ce qui les rendait si mortels en fait, c'était l'ingénieuse pour l'époque technologie allemande de contrôle de tir. Chaque batterie anti-aérienne était reliée à un directeur de contrôle de tir central. Le plus souvent, l'appareil appelé Commando Geray 40, un ordinateur analogique électromécanique qui synchronisait la visée de plusieurs canons à la fois. Les radars Freya à longue portée et les observateurs humains détectèrent les raids entrants. Ensuite, un radar de pointage Würzburg se verrouillait sur la formation et transmettait les informations de portée, d'altitude et de relèvement au directeur de contrôle de tir. Les obus étaient ensuite temporisés en conséquence avec un dispositif spécial avant le chargement, et tous les canons de la batterie tiraient simultanément sur commande. Ils calculaient et visaient où la formation de bombardiers serait au moment où les obus atteindraient à cette altitude, et les obus avaient besoin d'environ 20 secondes pour atteindre les bombardiers. Vous voyez donc à quel point ces calculs devaient être précis en peu de temps pour rendre le tir efficace. Et même alors, les statistiques ont montré que les Allemands ont tiré environ 4000 obus pour chaque bombardier abattu, et des millions ont été tirés tout au long de la guerre. Un aspect sombre des équipages flak est qu'ils avaient un taux de perte très élevé, beaucoup d'entre eux mourant pendant les bombardements parce qu'ils étaient autour des cibles les plus importantes et les plus souvent attaquées. Vers la fin de la guerre, il y avait des adolescents, des femmes et des personnes âgées, tous inclus dans la défense anti-aérienne alors que les équipages régionaux étaient perdus. Pour contrer les radars allemands, les premières contre-mesures électroniques sont apparues. La Royal Air Force britannique a introduit le soi-disant window ou chaff, qui étaient des paquets de bandes d'aluminium largués en nuages pour brouiller les radars et donner de multiples lectures fantômes, rendant plus difficile de trouver la bonne portée et altitude d'une formation de bombardiers.
Certains B-17 étaient équipés de transmetteurs de brouillage qui confondaient également le radar en interférant avec ses fréquences. Ces mesures ont dégradé la précision et ont obligé les Allemands à s'appuyer sur un volume de tir plus élevé pour obtenir le même résultat. Et il a été estimé plus tard dans la guerre qu'à cause de cela, le nombre moyen d'obus flak tirés pour abattre un seul bombardier est passé de 4000 à 16 000. Ensuite, ils ont également essayé non seulement de rendre le travail plus difficile, mais de détruire complètement la flak en bombardant les positions flak elles-mêmes. Les Alliés ont développé plus tard dans la guerre l'une des caractéristiques les plus importantes qui a rendu les obus d'artillerie et les bombes beaucoup plus mortelles, la fusée de proximité radio, la soi-disant fusée VT. C'était un secret très bien gardé, car maintenant les Alliés n'avaient pas besoin de calculs précis avec des fusées temporisées comme le faisaient les Allemands. Ces radars miniatures étaient installés sur les obus et les bombes et conçus pour s'activer automatiquement lorsqu'ils approchèrent de la cible. Cela a rendu les canons anti-aériens alliés 50 fois plus efficaces, ainsi que l'artillerie standard et même les bombes larguées par avion. Maintenant, au lieu de bombarder les positions flak avec des bombes traditionnelles qui exploseraient à l'impact, elles seraient réglées pour détonner à environ 6 à 15 mètres au-dessus du sol. De cette façon, les bombes produisaient une explosion aérienne extrêmement meurtrière qui arrosait la position de fragments, tuant les équipages flak et déchiquetant les canons et l'équipement. Ils n'avaient pas besoin de les toucher directement, donc les bombes étaient beaucoup plus mortelles que de toucher le sol et d'exploser. Ces opérations étaient pour la plupart classifiées pendant la guerre car les fusées de proximité étaient une technologie top secrète, et elles n'ont été déclassifiées qu'après la fin de la guerre. Les Alliés prévoyaient même des bombardiers anti-flak spécialement construits si la guerre s'était poursuivie. Mais les bombes à fusées de proximité n'étaient pas la seule chose que les Alliés ont essayé pour faire taire la flak. Une tactique quelque peu dérangeante, essayée et classifiée pendant un certain temps, était l'utilisation de bombes au phosphore blanc. Également réglées pour exploser au-dessus des positions flak et radar et arroser la zone de phosphore blanc brûlant qui, même s'il ne tuait pas directement les équipages, les neutralisait avec une fumée toxique alors qu'ils se précipitaient pour chercher des masques à gaz et ne pouvaient rien voir. Cela était généralement suivi de mitraillage avec des chasseurs bombardiers comme les P-47 Thunderbolt qui profitèrent de la confusion pour plonger et détruire les canons. À ce stade, il était évident que l'Allemagne ne gagnait pas la guerre. Donc ces missions n'étaient pas un énorme changement de jeu. Peut-être que si elles étaient arrivées plus tôt dans la guerre, elles auraient eu un impact beaucoup plus important. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, suivez-moi sur Facebook, j'y partage du contenu exclusif, des publications spéciales et des histoires détaillées sur l'histoire militaire. Le lien est dans la description. Merci pour votre soutien.